L'annonce fit l'effet d'un choc dans un monde qui semblait figé. L'Église catholique venait de prendre une décision inédite. Après des jours de discussions intenses au sein du conclave, la planète entière découvrit que le nouveau souverain pontife n'était ni issu d'Europe ni des Amériques. Il était africain. Né en République démocratique du Congo, le cardinal Mézy Basilel venait d'être élu pour diriger l'Église universelle. Homme de peu de mots, savant, ayant grandi dans les faubourgs de Kinshasa, il avait étudié à Rome, approfondi sa pensée à Madrid, et forgé sa conscience à Sao Paulo. À peine désigné, il choisit de s'appeler Léon XIV, une référence directe au pape Léon le Grand, mais surtout une déclaration d'intention, celle d'un règne pontifical ancré dans l'équité, l'authenticité et l'écoute des peuples longtemps méprisés. Le jour de sa première apparition sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, des milliers d'yeux étaient braqués sur lui. Drapé dans le vêtement immaculé des papes, il ne s'adressa ni aux institutions ni au gouvernement. Il se tourna vers les peuples abîmés par l'histoire. Il ne s'étendit pas sur les règles canoniques, ni sur les structures de l'Église. Il parla de justice. Il affirma que trop souvent, l'Église s'était enfermée dans le silence. Et que désormais, il fallait avoir le courage de reconnaître, et surtout, d'agir. Ces paroles eurent un retentissement immédiat. Dans les cercles diplomatiques, certains y virent un acte subversif. Mais en Afrique, ce fut comme une résurrection. À Dakar, à Abidjan, à Yaoundé, à Kinshasa, à Ouagadougou, les foules descendirent dans les rues, spontanément. On chantait, on pleurait, on remerciait. Pour la première fois, un pape semblait parler leur langue, pas celle des mots, mais celle de la dignité. Dans la capitale burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré suivait le discours dans le silence de son bureau. À la fin, il resta quelques instants immobile, avant de déclarer « Le vent vient de tourner. Peut-être que cette fois, il soufflera du sud. » Il n'ajouta rien, mais il ne se doutait pas qu'une lettre, rédigée à la main, lui était déjà destinée. Ce message personnel, soigneusement scellé du sceau du Vatican, lui fut remis 2 jours plus tard. Il était court, sincère. « Frère Ibrahim, j'admire profondément votre combat. J'aimerais vous rencontrer. À l'écart du bruit. Simplement. En tant qu'être humain. En tant que fils d'Afrique. En tant que croyant. Je suis persuadé que nous avons une œuvre commune à mener. Que la paix soit avec vous. Léon. » Traoré lut la lettre attentivement. Puis, après l'avoir posée, il s'adressa à son assistant, « Faites-le venir. Mais discrètement. Sans faste. » C'est ainsi que le pape Léon XIV posa les pieds sur le sol burkinabé, dans la plus grande sobriété. Refusant tout protocole officiel, toute médiatisation, il était seulement accompagné de 2 frères franciscains et de son médecin. Conduit dans un véhicule discret jusqu'au monastère Saint-Benoît de Koubri, il choisit de loger dans une cellule dépouillée, loin des dorures. Ibrahim Traoré vint à sa rencontre. Lui aussi était seul, sans escorte, vêtu simplement. Quand il entra dans la pièce, le pape se leva, lui tendit la main avec respect. « Merci de m'avoir ouvert la porte. C'est ici que je devais être. » Et le capitaine répondit, « Ce ne sont ni les cérémonies, ni les titres qui comptent. Ce sont les actes. » Assis l'un en face de l'autre, ils échangèrent durant des heures. Ils abordèrent les blessures du passé, les responsabilités de l'Église dans l'histoire coloniale, le pillage des ressources africaines, la présence militaire étrangère et le découragement de la jeunesse. Le pape parla sans détour. Il admit les silences, les compromissions, les profits tirés des empires. Il déclara vouloir réparer. Traoré, les mains croisées, répondit calmement, « Notre peuple ne demande pas de repentir verbal. Il attend des réparations concrètes. Nous avons toujours pardonné, mais nous continuons à souffrir. » Léon approuva en silence, puis dit, « Je ne suis pas ici pour donner des leçons. Je suis venu poser les premières pierres. Et pour cela, il faut écouter d'abord. » Le lendemain matin, avant de repartir, Léon XIV offrit à Traoré une petite croix en bois, sculptée manuellement. Elle ne représente pas seulement la foi chrétienne. Elle rappelle que la vérité est exigeante. Et qu'elle effraie les puissants. Ibrahim garda un instant le regard fixé sur l'objet, puis dit, « Pourtant, elle est la seule chose qui libère vraiment. » Quelques semaines plus tard, une déclaration officielle fut faite depuis le Vatican. Devant une foule immense, Léon XIV s'adressa au monde entier. L'Église a été, à travers les âges, un refuge pour beaucoup. Mais elle a aussi cautionné l'ordre colonial. Elle a parfois béni l'injustice. Il est temps de reconnaître cette part sombre. Et de poser des gestes de justice. Il annonça alors le lancement d'un fonds pour la justice africaine.
Financé par les actifs du Vatican acquis durant les périodes d'oppression coloniale, ce fonds serait placé entre les mains d'un conseil indépendant composé uniquement de représentants africains élus. Ibrahim Traoré fut l'un des premiers noms proposés. L'impact fut immédiat. Dans les chancelleries occidentales, l'onde de choc fut palpable. Certains dénoncèrent une atteinte à l'ordre établi. Mais en Afrique, des chants et des danses éclatèrent. À Ouagadougou, Ibrahim déclara sobrement « Une ère s'achève. À nous de bâtir la prochaine ». Dans les semaines qui suivirent, le capitaine rassembla ses équipes. Il exposa un projet qui lui tenait à cœur, créer une université panafricaine, indépendante, enracinée, ouverte à tous. Un centre du savoir où l'on enseignerait la véritable histoire africaine, les principes de justice, la pensée critique, l'autonomie économique, la spiritualité des peuples. Le pape Léon soutint le projet sans hésiter. Il suggéra que la première enveloppe du fonds y soit consacrée. Mais rapidement, les résistances se manifestèrent. Le FMI fit pression. La CEDEAO exprima son malaise. Certains gouvernements africains proches des anciennes puissances coloniales s'opposèrent à l'initiative. Mais la jeunesse se leva. Des architectes africains proposèrent leurs services. Des enseignants venus du Bénin, de Haïti, du Brésil, du Sénégal offrirent leur savoir. Des milliers de volontaires vinrent participer au chantier. Le jour où la première pierre fut posée, la foule était immense. Traoré, les mains fermes, planta une brique dans la terre rouge du Burkina. À ses côtés, Léon versa une poignée d'eau bénite et déclara que cette fondation accueille les mots que l'on a trop longtemps étouffés. Un an plus tard, l'Université des Libres fut inaugurée. Des centaines de jeunes franchirent ses portes, venus des 4 coins du continent. Dans l'amphithéâtre baptisé Thomas Sankara, Ibrahim Traoré s'adressa à eux, « On nous a confisqué notre histoire. Il est temps que nous la reprenions. Par l'intelligence. Par la vérité. Par nous-mêmes. » Léon XIV, fatigué mais présent, ajouta, « Si cette université forme des esprits courageux et éveillés, elle aura accompli sa mission. » Les années passèrent. L'université s'imposa comme un phare pour l'Afrique. Les diplômés, surnommés les enfants de Koubri, semèrent l'espoir partout où ils passaient. Ils devinrent enseignants, leaders communautaires, défenseurs des droits, bâtisseurs de paix. Puis un jour, affaibli, Léon XIV demanda à retourner à Koubri. Il y finit ses jours dans la discrétion, entre les murs du monastère qui avait vu naître cette alliance inattendue. Il fut inhumé, selon ses volontés, dans les jardins de l'université, sous un manguier. Ibrahim Traoré, fidèle à lui-même, refusa les médailles et les statues. Il demeura capitaine, serviteur de son peuple. Et dans les récits des générations suivantes, on apprit qu'un soldat et un pape avaient, un jour, uni leurs forces. Non par les armes, mais par la foi, la vérité et le courage.